Venise, la magie des sens. On entre à Venise par l'eau. C'était tout du moins le cas dans le passé. La Punta della Dogana, la douane de Venise, couronnée par une sphère en or soutenue par 2 puissants atlas et surmontée de la statue de la fortune qui sert de girouette, émerge lentement à l'horizon. Cette silhouette indique la dernière trace de terre à l'intérieur de la mer. Nous découvrirons cette ville avec 3 Vénitiens. Gian Domenico Romanelli, directeur émérite des musées de Venise, Alessandro Trovato et Barbara Golfetto, qui représentent l'association des déficients visuels de Venise. Gian Domenico Romanelli. La pointe de la douane, avec le complexe de l'église de la Salute et le chef-d'œuvre de l'architecture baroque européenne. Seule la colonnade de Bernini à Rome a la même capacité de démontrer, d'exprimer, d'être une architecture parlante. Sur la droite s'étend la Sérénissime, la République de Venise qui aura duré plus de 1000 ans. On aperçoit le palais des Doges et la place Saint-Marc, délimitée par les 2 célèbres colonnes médiévales. Venise a été fondée en 421 par les Vénètes qui fuyaient devant les barbares. Au début, le titre de doge était héréditaire, puis le doge a été élu par les familles patriciennes de Venise. Le palais des Doges était leur siège et la basilique Saint-Marc leur chapelle privée. Les chevaux qui ornent la loggia de la basilique ont été choisis personnellement lors de la 4e croisade par le doge Enrico Dandolo, âgé de 97 ans et aveugle, mais de toute évidence sensible à la beauté. Le palais des Doges constitue le manifeste politique, idéologique et artistique de Venise. Et l'adoption du lion de Saint-Marc témoigne d'un extraordinaire stratagème politique. Le lion qui symbolise Venise est un lion griffon ailé en bronze provenant de Mésopotamie. Il surmonte une de ces 2 colonnes, celle qui est en granit égyptien. C'est aussi le lion de l'évangéliste Saint-Marc. D'après la légende, Saint-Marc voit dans un rêve un ange qui lui dit « Sur cette île apparaîtra une belle ville et tu y trouveras le repos éternel. » Cette légende légitime le vol à Alexandrie de la dépouille de ce saint, auquel les Vénitiens dédient la basilique. Le lion de l'évangéliste Marc constitue en effet une invention culturelle et théologique extraordinaire. On substitue au saint grec de la guerre, Théodore, un saint détenant un aussi haut rang dans l'Olympe chrétien, l'apôtre Marc, dont l'autorité dérive directement de saint Pierre. Cet acte symbolique permet donc à Venise de s'enraciner dans la chrétienté, tout en s'affranchissant de l'autorité de Rome. Pendant la République de Venise, le lion était représenté partout. À l'extérieur des édifices, par des statues en pierre, sur les portes-étendards, dans les tableaux ou encore les drapeaux. Il domine aussi la tour de l'horloge, où 2 morts frappent les heures, et la Piazzetta dei Leoncini, la place des lionceaux, célèbre pour ses 2 lions en marbre rouge. Alessandro Trovato et Barbara Golfetto. Mon endroit préféré est la place Saint-Marc, avec la basilique et le palais des Doges qui se trouvent au même endroit. C'est très beau de se promener et de se faire décrire ces monuments. Mes endroits préférés sont les Atterrés, la pointe de la douane, le bassin de Saint-Marc. Quand j'y suis, je sens s'ouvrir mon cœur. J'aime totalement Venise. J'aime sa capacité à se renouveler sans jamais trahir sa nature. À Venise, on vit sur l'eau, avec l'eau, sans voiture. Le Grand Canal est une autoroute nautique qui fait comprendre que Venise est complètement différente du reste du monde. Et j'aime beaucoup aussi le style de vie de Venise. On a le temps de Venise qui n'est pas le temps de Rome. C'est un temps unique. Bellini, Carpaccio, Palladio, Titien, Tintoret et Véronèse sont nés ou ont travaillé à Venise.
Des écrivains et des philosophes ont également fleuri dans cette ville. Tintoret est l'artiste que je préfère, car je pense que c'est le plus grand artiste de l'histoire de l'art vénitien. Tintoret a même peint le portrait d'un intellectuel, Cecco d'Adria, littéralement l'aveugle d'Adria. C'était un ingénieur du XVIe siècle qu'il admirait pour ses recherches hydrauliques, la préoccupation première de Venise. Il est exposé à la mairie d'Adria avec sa maquette tactile. De même que Venise se reflète dans l'eau, de même l'histoire de la ville se reflète à travers ses différents musées, qui proposent notamment des parcours pour les visiteurs non-voyants. Les musées sont une excellente clé pour comprendre Venise. Venise n'a pas de musée universel comme le Louvre, mais elle présente tout un système de musées éclatés. L'Académie sort du lot, car c'est une création napoléonienne, une institution didactique qui raconte l'histoire de l'art de Venise, de ses origines à Canova. Créée en 1750 comme Académie des Beaux-Arts, elle rassemble tous les chefs-d'œuvre dispersés dans Venise. Parmi ses 800 œuvres majeures figurent des tableaux de Bellini, Titien, Véronèse, Canaletto, Bosch et Memling. L'un de ses chefs-d'œuvre, La Tempête de Giorgione, reste le tableau le plus mystérieux de la peinture de la Renaissance, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alessandro Trovato. Les galeries de l'Académie présentent la maquette tactile de La Tempête de Giorgione, ainsi que des activités ludiques. Par exemple, nous avons pu reproduire avec notre propre corps la posture de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci pendant notre visite. Venise est aussi la ville des grandes familles patriciennes. Le musée Mocenigo, une des anciennes demeures de cette célèbre famille aristocratique qui a donné 7 doges à la République, nous dévoile aujourd'hui la Venise des siècles passés et leur splendeur. Cristina Gazzola. Ce palais a été légué à la ville de Venise qui l'a transformé en musée en 1985. Nous proposons aujourd'hui à nos visiteurs non-voyants un parcours plurisensoriel sur le parfum. En effet, du fait de ses caravanes navales, Venise détenait la suprématie dans le domaine cosmétique. Elle importait d'Orient les matières premières nécessaires à la fabrication des savons et des pâtes parfumées. Dans des récipients rapportés du musée du verre de Murano, qu'on peut toucher, il est possible de prendre en main et de sentir les matières premières comme la lavande, le santal, le safran, la noix de muscade. Rezzonico, avec sa gigantesque salle de bal, représente le type de palais imposant des nouvelles familles nobles qui vont mener un style de vie différent. C'était la demeure de la famille Rezzonico qui a donné, elle, un pape à Rome. Le palais accueille aujourd'hui le musée du XVIIIe siècle vénitien. Cristina Gazzola. Ce musée propose pour les non-voyants un parcours qui commence au rez-de-chaussée par la plus vieille gondole de la ville, dénommée Laura. Nous faisons toucher aux visiteurs le fer de proue, dont le sommet symbolise la coiffe du doge, ainsi que les 6 barres horizontales qui représentent les quartiers de Venise. L'exploration tactile continue par des sculptures meubles de Brustolon, comme les 4 amours soutenant une coquille en bois qui contient un grand vase chinois. Dans cette salle du trône, nous faisons également découvrir un cadre de tableau tout à fait particulier qui raconte l'histoire et les vertus de ses commanditaires, tels la prudence, la constance et la magnanimité. Puis, le parcours tactile se poursuit dans une pharmacie qui se trouvait à San Marco au XVIIIe siècle. Nous visitons ensemble ces 3 espaces en ouvrant ces vases en mayolique
qui contenait des préparations pouvant comporter jusqu'à 64 substances. Carrezzonico, à travers les scènes de genre comme Le chocolat du matin ou Le coiffeur de Pietro Longhi, nous montre la vie quotidienne. Mais le célèbre Nouveau monde de Gian Domenico Tiepolo, où la foule de dos regarde vers un horizon inconnu, nous annonce aussi la chute de la Sérénissime en 1797 et l'incertitude qui s'ensuivra. Venise est un dense réseau d'expériences et de mémoires, constitué d'environ 180 canaux et de 120 îles reliées par 430 ponts, au sein duquel se développe une vie populaire et quotidienne, riche en odeurs, en sons et en contacts spontanés. En fait, les Vénitiens ne parlent pas de Tintoret ou des Doges, mais d'eux-mêmes. Quelle est votre saison préférée ? Ma saison préférée est le printemps, à cause de la tiédeur de l'air. L'été est trop chaotique et il fait trop chaud à Venise. Moi, c'est l'automne, car la majeure partie des touristes est partie. Et j'aime l'atmosphère surréelle que crée la brume. Quelle sensation tactile privilégiez-vous ? Quand je me promène avec mon chien, j'aime beaucoup reconnaître Venise sous mes pas, toucher des endroits spécifiques. J'aime frôler les parapets des ponts, leur marbre usé, la pierre saline des maisons. Quels sont les sons auxquels vous êtes le plus sensible ? Le bruit de l'eau, qui constitue à la fois un danger et toute la beauté de Venise. J'aime surtout le murmure de l'eau dans cette ville. Y a-t-il des odeurs à Venise que vous aimez tout particulièrement ? Comme je travaille à Venise, je sens tous les matins ces différentes odeurs. Mais mon parfum préféré reste celui du café, de la ville qui se réveille. Venise a en effet des odeurs différentes selon le moment de la journée. Mon odeur préférée est celle de l'eau, qui varie selon les marées. Dès qu'elle atteint mes narines, je sais que je suis à Venise. Venise a également gardé sa dimension multiculturelle, ce qui participe de sa richesse encore aujourd'hui. La directrice du musée de l'art oriental Marta Boscolo nous accueille et nous révèle les trésors du collectionneur Henri de Bourbon-Parme qu'il a acquis au cours de ses longs voyages en Asie. Dans notre parcours pour les non-voyants, nous proposons la découverte d'un kimono japonais de la période Edo. Les participants peuvent percevoir le moelleux de la soie et caresser les nuages et les grues, qui sont deux motifs de bon augure inspirés de la Chine. Voici le fukusa, le tissu en or et soie recouvrant les cadeaux, orné du motif du soleil levant, symbolisant la vie en perpétuel mouvement. Pour les hommes, voilà une véritable épée en bois dont ils peuvent sentir les aspérités de la peau de raie recouvrant sa poignée. Quant aux enfants, ils bénéficient de programmes conçus spécialement pour eux. Ils ont accès notamment à des marionnettes de théâtre d'ombre de Java, réalisées en peau de buffle d'eau, ou à un jeu memory, où sont gravés sur les cartes tactiles des blasons impériaux ou des fleurs symboliques, comme les chrysanthèmes. Avant de découvrir Capezzaro, écoutons les paroles de Romanelli. Après la chute de la République, Venise a continué à vivre et non pas à survivre avec l'avènement de la modernité. Le grand sculpteur Canova en constitue la preuve concrète. Puis la solution à la grande crise advenue au milieu du XIXe siècle est la fondation de la Biennale de Venise, qui inaugure ses portes en 1895. Cette initiative éclairée aboutira à la fondation de la Galerie d'art moderne, située dans le palais de Capezzaro. Car au fur et à mesure des biennales,
les collectionneurs achetaient les œuvres que la ville ne savait plus où conserver. Cristina Gazzola. Cette exploration débute par l'Ecce Puer de Medardo Rosso, acquis par la commune de Venise en 1914 à la 11e Biennale. Il s'agit du visage d'un enfant en bronze dont la représentation se base sur le souvenir d'une image cognitive. Donc, nous réalisons que cette œuvre n'est pas monumentale, que ses contours ne sont pas définis et que sa superficie est restée à l'état brut. Cette exploration est également possible dans l'art abstrait, comme dans la sculpture de Eduardo Chillida, où l'idée de tremblement a été rendue par les différents éléments en fer. La matière en fait sentir sous les doigts le mouvement. Mais comme nous changeons régulièrement nos collections, nous pouvons proposer l'exploration de matériaux différents, comme le marbre ou encore la terre cuite. Le parcours se termine avec l'œuvre du célèbre artiste britannique Henry Moore. C'est une œuvre entre le surréalisme et le cubisme. Le casque représente à la fois un objet protecteur et la souffrance due à la Seconde Guerre mondiale. Nos visites pour les non-voyants sont assurées par un personnel formé à cet effet. Elles sont gratuites et disponibles toute l'année sur simple réservation, par mail ou par téléphone. La modernité se poursuit avec la venue d'une Américaine à Venise. Giandomenico Romanelli. Peggy Guggenheim arrive à Venise en 1946. Elle était en contact avec l'avant-garde artistique et révolutionnaire de l'époque, dont Emilio Vedova ou Tancredi. Elle a fait venir sa propre collection et l'a exposée à la première biennale après la guerre, ce qui a contribué à relancer cette manifestation. C'est ainsi que se crée la liaison entre Peggy et Venise, qui deviendra une longue histoire d'amour, et que la ville possède le plus beau musée d'art moderne d'Italie. Elena Minarelli. En 1949, Peggy achète le palais inachevé Venier dei Leoni, où elle réalise son plus grand désir, qui était de rendre sa collection accessible au public. On sent que c'est une maison-musée, qu'elle a ouverte pendant les 30 ans où elle y a vécu. La Fondation a commencé à développer en 2013 pour les non-voyants le programme Doppio Senso, littéralement double sens, car il propose aussi bien aux voyants qu'aux non-voyants de toucher et de voir en 2 étapes. Nous avons lancé cette initiative après la visite d'un malvoyant, Gordon Gund. Il a été tellement ravi qu'on l'ait autorisé à toucher les œuvres qu'il a fait une généreuse donation à la Fondation afin de développer ce programme tactile inclusif qui comporte actuellement 17 œuvres en rotation. Le personnel du musée tout entier a été formé dans ce but. Nous voici devant le tableau composition numéro 1, gris et rouge, de Mondrian, accompagné de sa version tactile. Valeria Bottalico guide les mains des visiteurs pour qu'ils puissent en retirer une connaissance tactile tout en expliquant l'œuvre. Vers le haut, de Kandinsky, est une œuvre abstraite indiquant un mouvement de bas en haut. Dans la version tactile, les formes sont représentées par différentes hauteurs et épaisseurs et les couleurs sont associées à différentes textures correspondant à leur intensité. C'est pourquoi notre programme s'adresse à la fois aux visiteurs voyants et non-voyants, car d'après nous, la version tactile aide à la compréhension d'une œuvre abstraite. Le spectateur voyant peut donc redécouvrir le tableau et en percevoir des détails qui auraient pu échapper à l'œil. Dans un second temps, nous emmenons nos visiteurs dans l'atelier animé par le sculpteur non-voyant Felice Tagliaferri.
Il invite les participants à reconstituer en argile l'image mentale qu'ils se sont faite de l'œuvre et à la transformer en un objet tridimensionnel. Après les tableaux, nous continuons avec les sculptures dans le jardin. Nous sommes ici devant l'œuvre de Giacometti, intitulée « La femme qui marche », qui peut être touchée directement à main nue. Cette seconde femme de Giacometti nous permet de comprendre le processus progressif d'abstraction de la figure humaine qui caractérise pratiquement toutes les avant-gardes. En touchant cette sculpture, on sent le bronze rugueux caractéristique de Giacometti, qui fait apparaître le nez, la bouche, les seins et les lignes des bras d'une manière très particulière. Sincèrement, avoir l'occasion de pouvoir toucher une œuvre très importante comme celle de Giacometti est une grande découverte. C'est un cadeau, un luxe et une opportunité incroyable. Mais toutes ces initiatives, bien sûr, ne s'opèrent pas toutes seules. Il y a en amont de tous ces programmes des associations fort actives. Par exemple, l'Union des déficients visuels, qui a été fondée en 1920 et qui compte aujourd'hui plus de 40 000 inscrits en Italie. Le président de l'association, Alessandro Trovato, nous explique aussi son fonctionnement. Nous accompagnons les non-voyants tout au long de leur vie, de leur scolarité à l'entrée dans la vie professionnelle, en passant par le soutien psychologique. Comme le territoire vénitien est riche en art et en culture, nous avons également pour mission de développer des programmes culturels et de nous occuper des touristes non-voyants qui sont forcément très nombreux parmi les 30 millions de personnes qui visitent Venise chaque année. Par exemple, nous sommes en train de former 18 guides qui souhaitent apprendre comment accompagner un non-voyant au milieu des monuments vénitiens. Car quand on visite Venise avec un guide formé, qui sait comment décrire, le souvenir reste bien mieux fixé dans la mémoire. Notre dernière étape est le gigantesque complexe de l'Arsenal qui occupe 1/5 de la ville et sur lequel la République de Venise a fondé son pouvoir naval jusqu'au XVIIIe siècle. Il nous accueille avec une grande porte que gardent 4 lions, dont un du Pirée du IIe siècle et un de Délos du VIe siècle avant Jésus-Christ. Giandomenico Romanelli. Le lion n'est pas le symbole de Venise. Le lion est Venise. C'est l'incarnation formelle du pouvoir de Venise, qui se veut la 3e Rome après Rome et Constantinople. L'Arsenal est la preuve tangible que la vie de Venise se fait sur l'eau. C'était le lieu où se concentrait à la fois le pouvoir de la Sérénissime et sa connaissance scientifique et technique. D'où l'intérêt maniaque de Napoléon pour l'Arsenal vénitien. Napoléon aimait Venise, mais surtout il avait le projet de contrôler la Méditerranée orientale contre les empires européens grâce à une gestion modernisée de l'Arsenal. Son dessein était de nature politique et ne consistait pas du tout dans une envie compulsive de pillage. On quitte Venise par l'Arsenal. C'était du moins ainsi par le passé. Les navires en partaient pour les lointains rivages de l'Égypte et de l'Orient, que ce soit pour le commerce ou la guerre. Mais aujourd'hui, nous saluons cette magnifique cité avec l'œuvre gigantesque que Lorenzo Quinn a réalisée pour la Biennale de 2019. Ces 6 paires de mains croisées, de 15 mètres de haut, forment un pont au-dessus de la porte historique de l'Arsenal. C'est un symbole riche de sens. Les mains se touchent pour célébrer des valeurs humaines universelles. Un message de paix, de communauté et d'harmonie entre les cultures. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadef.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets /. Auteur-réalisatrice Bikem de Montebello. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger.
avec le soutien de l'Union nationale des aveugles et déficientes visuelles, UNADEV. Avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée et de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet, production Valérie Verdier-Ferré, Thomas Bonnet, direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain, direction déléguée environnement, découverte, art de vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.